Cette histoire m'a complètement anéantie. Je suis encore secouée, franchement. On parle bien de Bakita, le roman de Véronique Olmy. Oui, on va plonger dans une exploration de la résilience humaine, de ce que ça veut dire de survivre à l'impensable. C'est bouleversant. On suit le destin d'une toute petite fille du Darfour, au Soudan. Et le livre nous jette directement au cœur du drame. Vraiment. Au moment précis où tout bascule. Il n'y a pas de préparation, rien. Ses ravisseurs, par une ironie mais monstrueuse, la surnomment Bakita, la chanceuse. Sauf qu'elle va connaître un enfer que personne ne peut imaginer. C'est à peine croyable, hein, quand on le lit. C'est l'histoire d'une vie où on vous vole tout, absolument tout, jusqu'à votre propre nom. Et pour bien saisir la violence de cette perte, il faut revenir au début, à ce qu'elle avait avant ce drame. Oui, il faut imaginer son village, Olgassa, c'était une enfance heureuse, entourée de sa famille, de sa sœur jumelle. Exactement. Ce n'est pas juste un lieu, c'est une harmonie totale. Une vie en accord avec la nature, les baobabs, les palmiers. Il y a même ce rituel magnifique où son père la présente, elle et sa sœur, à la lune pour qu'elle les protège. C'est une connexion presque mystique au monde qui l'entoure. Tout à fait, c'est son univers. Et puis, à 7 ans, c'est la rupture. Brutale, totale. Elle est dans les champs et en un instant, c'est fini. Elle est enlevée. Le choc est tellement violent, si absolu, qu'elle en oublie son nom. Son propre nom. Pour toujours. Mais comment est-ce que c'est seulement possible d'oublier son propre nom? Mais c'est pas un simple trou de mémoire, tu vois. C'est ce qu'on appelle une dissociation traumatique. Le cerveau, pour se protéger d'une réalité trop insupportable, il coupe les ponts, il se déconnecte. C'est ça. Et perdre son nom, ici, c'est pas anecdotique. C'est la première étape du processus pour la déshumaniser. On efface qui tu es. Et par-dessus ça, on lui donne ce nom, Bakita, la chanceuse. Le coup de génie pervers, il est là. Parce que ce n'est pas juste de l'ironie, c'est une technique de contrôle mental. Comment ça? En lui donnant un nom qui contredit totalement sa réalité, il crée une dissonance cognitive. Ils attaquent sa perception même du réel. C'est une façon de lui dire « ta souffrance n'existe pas, tu es chanceuse d'être avec nous ». On brise l'individu en brisant sa réalité en fait. C'est terrible. Et après ce vol d'identité, la descente aux enfers commence pour de bon. Elle est vendue, revendue, une dizaine de fois peut-être. Oui, elle marche des centaines de kilomètres pieds nus. Elle n'est plus une enfant. Elle devient une marchandise, un objet qu'on expose sur les marchés d'El Obeid et de Khartoum. Et le livre dépeint ça avec une sorte de banalité du mal qui est glaçante. Ah oui, pour les marchands, elle n'est qu'une ligne dans un registre, quoi. Et cette errance l'amène finalement chez un général turc. Et là, c'est encore autre chose. Sa femme et sa belle-mère sont d'une cruauté... Qui dépasse l'entendement. C'est ça. La violence n'est plus juste une condition de sa servitude. Ça devient un quotidien sadique. Chaque jour, son unique but, c'est de survivre jusqu'au soir. Il y a cette scène dans le livre. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Celle du tatouage. On ne peut même pas appeler ça un tatouage. C'est une scarification. C'est d'une horreur. C'est une scène d'une horreur absolue. Une femme lui dessine plus d'une centaine de motifs sur la poitrine, le ventre, les bras, avec une lame de rasoir. Et ensuite, pour que les cicatrices gonflent et deviennent permanentes, elle remplit les plaies ouvertes avec du sel. C'est insoutenable à lire. Oui, parce que ce n'est même plus de la torture pour punir. C'est un acte de propriété. C'est comme marquer du bétail au fer rouge. C'est gravé dans sa peau. Ton corps ne t'appartient pas, il est à nous. Et l'autrice, Véronique Olmy, arrive à décrire ça avec une pudeur qui rend l'horreur encore plus palpable. C'est sa grande force. Pour le viol qu'elle subit à 10 ans, elle écrit juste « Il l'a battu dehors et dedans ». Tout est dit. Tout est dit. Il n'y a pas de voyeurisme, juste le poids de la réalité, brute. On se dit qu'après des années comme ça, n'importe qui serait anéanti, une coquille vide. Pourtant, à 14 ans, il y a un minuscule changement et elle s'en saisit. Oui, elle est achetée par le consul d'Italie, Callisto Lediani. Et pour la toute première fois, on ne la frappe pas, on ne l'insulte pas. C'est pas la liberté, loin de là, mais c'est... Une fissure dans le mur. un souffle d'air. C'est ça. Et quand il doit partir, elle le supplie de l'emmener. Mais d'où est-ce qu'elle trouve encore cette force en elle, après tout ça? C'est là qu'on voit son intelligence qui est extraordinaire. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'observation. Pour survivre, elle a dû devenir une experte de la psychologie humaine. Elle a appris à lire les gens, à sentir la moindre faille.
Donc son geste, c'est pas juste du désespoir. Non, c'est un risque calculé. Elle a analysé cet homme, Legnani, et elle a senti qu'il y avait une possibilité, même infime. Elle prend un risque insensé, hein. Elle aurait pu être battue, revendue pour cette audace. Mais elle choisit l'inconnu total plutôt que l'horreur qu'elle connaît. C'est le premier acte clair où elle tente de reprendre le contrôle de son destin. Elle arrive donc en Italie. Et on pourrait se dire, ça y est, c'est la liberté. Mais en fait, pas du tout. Non, c'est juste un changement de servitude. On passe d'une brutalité physique extrême à une domesticité un peu plus civilisée. Le consul la donne à des amis, la famille Micheli. Elle la donne. Oui, elle n'est plus un objet de torture, mais elle reste un objet de propriété. Elle devient la nounou de leur fille. Elle n'est toujours pas libre. La vraie bataille pour sa liberté, en fait, elle n'a même pas encore commencé. Et cette bataille, elle va être déclenchée par un seul mot. Un simple mot. C'est fou, hein? Madame Micheli doit retourner en Afrique et la laisse, avec sa fille, dans un couvent à Venise. Et là, pour Bakita, c'est la découverte d'un autre monde. Un monde de silence, de gestes doux. Et quand Madame Micheli revient pour la récupérer, pour la ramener au Soudan, Bakita refuse. Elle dit non, un simple non. Mais ce mot, dans sa bouche, il a le poids d'une bombe atomique. c'est le point de bascule de toute sa vie. Pour la première fois, sa volonté, exprimée par la parole, elle s'oppose frontalement à celle de sa maîtresse. C'est un acte de rébellion absolue. Et ça force le système à réagir. Voilà. L'affaire finit devant les tribunaux italiens et le verdict tombe. Presque comme un détail technique, une formalité. C'est ça qui est incroyable. Le 29 novembre 1889, le procureur déclare que, puisque l'esclavage a été aboli en Italie des années auparavant, eh bien, Bakita n'a jamais pu être légalement une esclave sur le sol italien. Il la déclare libre. C'est dingue. Sa liberté n'est pas un cadeau. Ce n'est pas de la pitié. C'est un droit qu'elle a conquis par ce nom. Elle a 20 ans. Et l'enfer est fini. L'enfer physique est fini. Mais une autre épreuve commence. C'est exactement ça. Elle est libre, sur le papier, mais qu'est-ce que ça veut dire être libre quand on a 20 ans et qu'on n'a rien? Absolument rien. Pas de famille? Pas de langue, pas de pays, pas même son vrai nom. C'est un vide abyssal. C'est presque terrifiant. Et c'est là que commence peut-être la partie la plus fascinante du livre. La survie physique est terminée, la survie psychique commence. On la laisse donc libre, et qu'est-ce qu'elle fait? Son tout premier choix en tant que femme libre est totalement déroutant. Elle choisit de rester au couvent. C'est paradoxal, non? On s'attendrait à ce qu'elle veuille fuir toute forme de structure, qu'elle veuille juste courir. On pourrait le voir comme ça, de sortir d'une prison pour en choisir une autre, en quelque sorte. Oui, Mais en fait, c'est bien plus profond. Ce n'est pas une prison qu'elle choisit, c'est un cadre. Quand on est complètement brisé, on a besoin d'une structure pour se reconstruire. d'accord, je vois. Les murs du couvent, pour elle, ce n'est pas une prison. C'est un refuge. C'est le tout premier endroit au monde où elle se sent en sécurité. Et c'est là qu'elle va commencer à se reconstruire. Et elle va poser l'acte le plus fondateur de sa nouvelle vie. Elle décide de se faire baptiser et de choisir un nouveau nom, Joséphine. Et là, toute la différence est dans le verbe choisir. Précisément, le nom de sa naissance lui a été volé. Le nom Bakita lui a été imposé. C'était une marque. Joséphine, c'est elle qui le choisit. C'est la première pierre. C'est la première pierre de sa nouvelle identité. Ce n'est plus quelque chose qu'on lui fait subir, c'est quelque chose qu'elle décide d'être. C'est un acte de création de soi-même d'une puissance, mais folle. C'est vrai que la question de la foi, pour elle, me dépasse un peu. Comment est-ce qu'on peut se tourner vers une idée de Dieu, de bonté, après avoir vécu la preuve que l'enfer existe sur Terre et qu'il est fait par des hommes? Le livre est très subtil là-dessus. Il suggère que pour Bakita, la foi, ce n'est pas d'abord un dogme. C'est la découverte de l'amour et de la tendresse à travers les gestes des sœurs. Pour la première fois de sa vie, on lui offre une bienveillance inconditionnelle, sans rien attendre en retour. C'est cette expérience humaine qu'elle nomme Dieu, en quelque sorte. C'est peut-être ça. Et le livre explore aussi magnifiquement son combat intérieur pour réconcilier ce Dieu d'amour avec la mémoire de ces tortionnaires qui, eux aussi, priaient le leur. C'est une question qui va la hanter. Et elle ne cherchera jamais à retourner au Soudan. Jamais. L'envie de retrouver une trace de sa famille, de son village. C'est l'une des questions les plus déchirantes. Mais que reste-t-il à trouver ? 20 ans ont passé. Son village a sûrement été détruit, sa famille tuée ou dispersée. Ce serait courir après un fantôme? Exactement. Après un monde qui n'existe plus. Son identité, elle n'est plus là-bas. Elle n'a pas le choix, elle doit la construire ici, en Italie, avec les morceaux de ce qui lui reste.
Et c'est ce qu'elle va faire pendant plus de 50 ans. Oui. Lentement, patiemment, elle devient portière, cuisinière, couturière dans ce couvent de Chio, en Italie du Nord. Une vie simple, humble. Mais elle devient une figure locale. On la surnomme avec affection la Nostra Madre Moreta, notre mère noire. C'est incroyable. Les gens venaient la voir, les enfants adoraient écouter ses histoires. Ils ne voyaient plus l'ancienne esclave. Ils voyaient une femme d'une douceur et d'une bonté infinie. Donc elle a réussi à construire une vie par-dessus les cicatrices. Mieux que ça, elle les a transformées. Elle n'a pas enfoui sa douleur. Elle s'en est servie pour développer une capacité d'empathie hors du commun. Parce qu'elle avait connu le pire de l'humanité, elle était capable de reconnaître la moindre souffrance chez les autres. Et de l'apaiser. C'est ça. C'est l'ultime paradoxe de sa vie. C'est une victoire totale alors. Elle a survécu à l'esclavage, elle a conquis sa liberté, elle s'est recréée une identité. Oui. Mais le livre nous montre bien que la liberté juridique, ce n'est qu'une étape. Le vrai combat, le plus long, le plus silencieux, il se mène à l'intérieur. Comment est-ce qu'on vit, jour après jour, avec 144 cicatrices qui vous rappellent l'horreur? Comment est-ce qu'on apprend à faire confiance de nouveau? Comment fait-on taire les fantômes qui reviennent la nuit? La loi a déclaré son corps libre. Mais toute la tension du livre jusqu'à la dernière page, c'est de savoir si son âme, elle, parviendra un jour à l'être vraiment. Et ça, c'est une toute autre histoire. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.